Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon mois de décembre, bientôt Noël puisqu'on est le 10 décembre. Et aujourd'hui, nous on se retrouve pour une petite vidéo sur mon retour par rapport au Pumpkin Autumn Challenge. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un défi lecture sur 3 mois. La personne qui crée le challenge nous propose 4 menus et dans chaque menu 3 à 4 sous-menus, ce qui nous faisait une sélection de 14 livres si vous en choisissiez un par sous-menu. Et est-ce que j'ai réussi à lire les 14 livres que j'ai sélectionnés pour ce challenge là? On va y revenir tout de suite. Je vous mets en hauteur la vidéo de présentation du Pumpkin Autumn Challenge et des livres que j'avais sélectionnés selon les thématiques des sous-menus. Et là on va faire juste un résumé des livres que j'ai réussi à lire. Pour le premier menu, sur la sélection des 3 sous-menus, je n'en ai lu qu'un seul. J'ai fait donc la lecture du Twisted Tale Où est la vraie vie, qui est donc sur l'univers de réponse. Je vous ai déjà fait un update lecture là-dessus que je vous mets juste en hauteur, donc on va passer rapidement à la suite. Pour le deuxième sous-menu qui s'appelait Automne des douceurs, il y avait 4 sous-menus et là j'ai réussi à lire les 4 livres que j'avais sélectionnés pour ces sous-menus là. Donc le premier se nommait L'arbre d'Halloween de Ray Bradbury. Pour l'histoire, c'est très simple, c'est un tout petit livre d'une centaine de pages où vous allez donc suivre une bande de gamins qui fêtent Halloween, etc. jusqu'au jour où l'un d'entre eux, qui est le plus cool, etc., est tombé malade et va pas les suivre pour une fois pour la fête d'Halloween et ramasser les bonbons, et va leur proposer de les retrouver un petit peu plus tard devant la maison hantée de la ville dans laquelle ils vivent. Les enfants vont s'y retrouver et en fait ils vont faire la rencontre d'une personne en particulier qui ressemble un peu à Jack Skellington dans le visuel de ma tête et qui va donc les transporter dans les différentes époques et lieux sur Terre où l'on fête la fête des morts avec ces enfants-là, pour essayer de sauver donc cet ami qui n'est pas là et qui a disparu dans tous ces mondes-là. Il y a un côté un peu fantastique où on va voyager avec les enfants et cette espèce de squelette, personnage squelettique qui les transporte pour visiter la manière dont est fêté dans le monde Halloween ou la fête des morts, que je trouve très intéressant et très instructif. Il y a un petit côté fantastique avec où on paye, un petit peu côté diable, etc. Je vous invite à le lire si vous êtes fasciné par l'univers d'Halloween et comment, si vous avez la curiosité de découvrir comment on fête la fête des morts et l'univers d'Halloween et autres à différentes époques, à différents moments et à différents lieux sur Terre. Très bonne lecture, j'ai beaucoup apprécié et c'était donc L'arbre d'Halloween de Bradbury. Le deuxième livre que j'ai lu dans cette sélection-là, c'est Sur le vif de Elizabeth Assewando, où cette fois-ci on va suivre une jeune fille qui est une adolescente qui vient d'avoir un enfant et qui continue de poursuivre ses études. On va la suivre dans toutes ses difficultés à être une mère qui n'a pas eu ses parents auprès d'elle, qui a été élevée par sa grand-mère, qui doit élever son enfant seule parce que avec la personne avec qui elle a eu l'enfant, ça s'est mal passé, qui a des rêves et des envies mais surtout des réalités et des obligations familiales qui lui pèsent dessus, et on va la suivre donc dans sa dernière année de lycée aux États-Unis pour suivre ses choix de vie, qu'est-ce qu'elle doit sélectionner ou autre, et on va y découvrir donc une jeune fille très mature pour son âge, avec des responsabilités familiales fortes et des difficultés en amour très très importants, et qui va devoir sélectionner dans sa vie si elle souhaite se mettre en avant et réaliser ses rêves et sa passion, ou si elle préfère se focaliser sur sa famille et surtout sur son enfant qui est en train de grandir et qu'elle souhaite élever dans le meilleur des mondes. C'est très intéressant, j'avais sélectionné ce roman-là puisqu'on parlait un peu de cuisine et c'était l'idée de ce sous-menu-là. Cette jeune femme est donc prise entre les obligations familiales et sa passion pour la cuisine. Pour une fois dans son lycée, on va lui proposer un cours de cuisine qui va la pousser à pouvoir réaliser ses rêves, mais va-t-elle sélectionner ce cours au risque de passer du temps plus à l'école qu'auprès de son enfant ou autre? C'est un très bon roman, je trouve qu'il est très très fort, surtout si vous aimez un petit peu les tranches de vie avec des familles très
présente, où l'amitié, la famille et autres est très importante. On y découvre beaucoup d'aspects sur les relations humaines ou autres que j'ai appréciés. Donc si vous aimez vraiment ces livres un petit peu tranche de vie, force et courage, je vous invite à lire Sur le vif de Elisabeth Assewendo. Le troisième livre de la sélection s'appelait donc En attendant Beau Jungle de Olivier Bourdeau. Le sous-menu devait traiter de la santé mentale et j'ai choisi celui-ci puisqu'on va suivre une famille dont la mère est atteinte, on va dire, de folie douce. Son époux, quand il l'a connue, a compris qu'elle avait ce petit grain de folie en elle qui pouvait donc se développer, mais il est tombé éperdument amoureux d'elle et il a décidé de vivre auprès d'elle quoi qu'il arrive et de la soutenir dans le risque de sa descente dans la folie. Ils ont eu donc un enfant et ils ont décidé de l'élever parmi eux. Lui, il avait un métier où il gagnait très bien sa vie. Sa femme pouvait donc rester à la maison, s'occuper de l'enfant et autres. On va donc suivre cette famille très atypique avec un enfant qui est très heureux, même s'il va être déscolarisé très rapidement parce que la façon qu'a d'élever cet enfant, etc., dans la folie des parents, où ils sont toujours dans la fête, dans le faste, très heureux, ils prennent tout avec légèreté et autres. Sa femme, à un moment, lui a dit « J'aimerais avoir un manoir en Espagne ». Il a acheté une très belle maison en Espagne pour elle, où il passe de temps en temps des vacances, où malgré qu'il devait aller à l'école, il décidait de partir en vacances et de l'emmener, donc ça apportait des problèmes. Donc ils ont décidé de le déscolariser, de s'occuper eux-mêmes de son éducation scolaire et autres. Et on va donc suivre cette famille qui évolue avec donc la folie de la mère qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Et bien que le père ait essayé de protéger l'enfant, on commence à apercevoir certaines choses. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre qui est très feel good, c'est que malgré cette descente dans la folie de la mère, c'est quelque chose, on a un aspect familial très fort et c'est pas forcément vu de façon très légère, etc. On sent le poids, ça a une importance, ça a un impact sur cette famille, mais ils ont décidé d'accepter la personne telle qu'elle est et de ne pas la laisser mourir ou vivre seule auprès d'un asile ou d'un lieu qui pouvait prendre soin d'elle. Ils ont décidé de la garder auprès d'elle et vraiment c'est une philosophie très positif malgré une histoire très dure dans le fond et très difficile à vivre, surtout avec une maladie psychologique aussi forte que la folie. Donc c'était ça, En attendant Beau Jungle de Olivier Bourdeau, un très bon moment feel good et autres malgré les pressions, émotions et santé mentale qui sont très importantes dans ce roman-là. Le dernier livre qui était dans la sélection, ça devait être un roman graphique, en tout cas illustré, anthropomorphe, et j'ai donc choisi Willy et Fenris, le complot de l'engrenage de Joanne Elliott. C'est donc ce qui nomme un roman BD. Vous allez passer entre des moments de lecture de romans et puis des tables de BD, des pages BD. Vous allez jongler entre les deux. C'est un roman jeunesse. Vous allez suivre donc deux personnages qui sont à l'origine ennemis, entre deux clans qui se font la guerre depuis longtemps, qui se rendent donc à la capitale du monde dans lequel ils vivent pour pouvoir signer un traité de paix entre les deux clans. Donc on va suivre un loup guerrier et un tigre blanc qui est déjà un petit peu mal intégré au sein de son clan magicien. Les deux vont devoir s'unir malgré eux pour comprendre le complot qui a voulu tuer leurs deux ambassadeurs qui sont là pour signer la paix et on va les suivre dans leurs différentes aventures et les différents événements qui vont arriver et pourquoi ce complot a eu lieu pour éviter le traité de paix entre leurs deux clans qui se font la guerre depuis des centaines d'années. C'est un roman jeunesse avant tout, donc roman BD jeunesse, mais on y passe un bon moment et les deux personnages principaux sont très charismatiques et très sympathiques pour qu'on ait envie de continuer de les suivre dans leurs aventures. On passe dans le troisième menu du Pumpkin Autumn Challenge. Celui-ci s'appelait Automne Enchanteur et sur les trois sous-menus je n'en ai lu qu'un. J'ai lu le tout premier et j'avais sélectionné pour celui-ci le roman de Mystic Land de Marta Alvarez et Leia Lopez.
J'avais vraiment été affectée par la couverture que j'ai trouvée juste magnifique. Le design de Laia Lopez est juste sublime à travers l'histoire. Les différents protagonistes nous sont régulièrement dessinés et ça nous transporte encore mieux au sein de cette histoire. J'ai beaucoup aimé aussi parce que c'est un côté très Winx, je trouve, où vous allez suivre donc 5 fées complètement inconnues à l'origine. Elles se connaissent de relations, mais certaines sont complètement inconnues au bataillon, on va dire, qui vont se retrouver unies malgré elles pour pouvoir sauver le royaume des fées d'une menace qui est grandissante au sein de ce royaume et là depuis des années. Les différents personnages et fées ont chacune un pouvoir spécifique. Il faut savoir que dans ce monde-là, les fées n'ont pas forcément des ailes, elles les acquièrent en faisant la rencontre de l'entité magique de la déesse de leur monde. Et donc on va suivre ces fées qui avaient toutes une fonction. Certaines étaient princesses, d'autres cuisinières, couturières, guerrières et autres, magiciennes, danseuses, enfin bref, elles avaient tous un rôle et elles vont s'unir malgré elles pour découvrir l'histoire de l'une d'entre elles et pourquoi le monde est en danger et elles sont les seules à pouvoir échapper à ce danger-là et sauver leur royaume. L'histoire est juste sympathique. Si vous aimez l'ambiance et l'univers Winx, je vous le conseille vraiment par-dessus tout parce que vous passez un très bon moment. Et le design de Laia Lopez est juste sublime. J'y ai passé un très bon moment. Ça reste un roman jeunesse, mais c'est un one-shot. Une fois que vous avez fait la lecture, vous l'avez terminé. La fin passe crème, franchement, mais l'univers est juste sympathique. Et au passage, Laia Lopez a sorti aussi une série de romans qui va arriver au fur et à mesure, dont le tome 1 est sorti, qui s'appelle donc Royalty Witch, que je vous présenterai et qui est aussi sublissime. On passe au dernier menu où là il y avait 4 sous-menus. Sur les 4 sous-menus j'aurais pu tous les lire. Hélas, il y a un roman qui a été reculé une fois puis une deuxième fois, donc il ne sortira que fin décembre, donc je vous le présenterai peut-être à la fin du mois s'il n'est pas encore repoussé, mais en tout cas sur les 4 sous-menus j'en ai lu donc 3. Le premier livre que j'avais sélectionné s'appelle La prophétie des abeilles de Werber et donc on est plongé dans une histoire où on mélange un petit peu voyage dans le temps et puis prophétie légendaire. Werber a cette capacité-là de nous transporter dans son univers. J'ai trouvé ça très intéressant que notre personnage, donc par son esprit, puisqu'il fait de la méditation et donc il traverse avec son esprit ces différentes réincarnations, soit passé, soit futur. Et en fait, en faisant ça, lors d'un événement, il va y avoir un drame, donc il fait des spectacles en général. Lors d'un de ces spectacles, en voulant emmener par la méditation, donc par l'hypnose et la méditation, une de ses participantes dans le futur, elle va en quelque sorte lui arriver un accident, elle va pas réussir à sortir de son hypnose, elle va s'échapper de l'endroit, de la salle dans laquelle il fait l'événement et elle va avoir un accident. Résultat, ils vont avoir un procès et on va leur demander d'arrêter leurs événements et de payer une lourde amende. Par conséquent, suite à cet événement-là, notre personnage principal va décider de voir ce qu'a vu donc sa participante et pourquoi la panique l'a gagné dans cet événement-là. Il va être plongé dans un futur de lui qui va lui dire écoute, par ta faute, on va déclencher la Troisième Guerre mondiale et autres. Si tu veux éviter tout ça, retrouve un livre qui se nomme La prophétie des abeilles. Le voici donc parti en quête du livre dans lequel nous on lit le même livre, puisque je vous rappelle le titre de notre livre, c'est La prophétie des abeilles et notre héros recherche donc la prophétie des abeilles. C'est du Werber tout craché, c'est toujours un petit peu comme ça. On est plongé donc à travers les différentes époques et autres pour retrouver qui a écrit le bouquin, qu'est-ce qu'il raconte, comment on peut éviter la Troisième Guerre mondiale et autres. Vous voyagez donc à travers l'hypnose et donc l'esprit, pas réellement comme ça. J'ai trouvé le roman très intéressant, c'est du Werber, si vous aimez beaucoup l'ambiance et autres, et ben je vous le conseille, vous allez quand même passer un très bon moment. Mais voilà, c'est ce côté un petit peu fou de cet auteur-là que j'adore tant, et c'est très perturbant à chaque moment jusqu'à ce que vous arriviez à la conclusion de fin et vous dites « Ah oui, d'accord, ok, j'aurais pas vu ça comme ça ». Bref, j'ai adoré La prophétie des abeilles, je vous invite à le lire si vous êtes intéressé par ce genre de roman un peu fantastique, réalité,
qui est très intéressant et qui met en avant, je trouve, beaucoup de choses importantes, mais de façon un petit peu inattendue, ce qui rend la lecture encore plus intéressante. Le deuxième, j'avais choisi donc pour parler mythologie Lore de Alexandra Bracken. Donc je vais pas vous faire un résumé précis de ce livre-là, je n'ai pas réussi à finir ma lecture. J'ai trouvé le roman intéressant, mais un petit peu trop lourd et long pour moi. Dans le sens où on va passer toute la première partie donc à nous présenter notre héroïne principale, etc. Si vous voulez l'ambiance générale, c'est très simple. C'est un mélange un peu entre Percy Jackson et Hunger Games, je trouve. Tous les 7 ans, les dieux de l'Olympe sont envoyés sur Terre. Ils deviennent à nouveau mortels à cette période-là. C'est Zeus qui leur inflige cette punition suite à une rébellion qu'il y a eu des milliers d'années auparavant. Et donc les dieux sont lâchés sur Terre en étant mortels. À ce moment-là, d'autres personnes peuvent les tuer et devenir à nouveau le dieu en question pour repartir 7 ans donc sur l'Olympe et vivre en tant que dieu en haut. Donc on va vivre l'événement qui fait que donc les dieux sont envoyés sur Terre et il y a un grand pugilat pour savoir qui retournera sur l'Olympe. Parmi les premiers dieux restants, il en reste très peu, je crois qu'il reste qu'Athéna, peut-être un autre, mais j'ai pas fini ma lecture donc je pourrais pas vous le certifier. Et on va suivre une héroïne qui est une descendante d'un des dieux et qui a décidé, elle, à l'origine, d'échapper à tout ça, mais qui va être traquée parce que ça reste un ennemi et ça reste la possibilité d'un jour de devenir une déesse. Bref, toute l'histoire va tourner autour de ça, la survie de notre héroïne, la prise de pouvoir. Il y en a un dieu en particulier qui commence à tuer tout le monde pour pouvoir récupérer tous les pouvoirs. Et on a ce côté un petit peu mythologique, et je trouve que ce côté un peu mythologique est mis de côté. On ne retrouve pas les dieux sous leur véritable aspect qu'ils ont dans la mythologie grecque, ils sont un peu retravaillés, etc. J'ai trouvé l'histoire très longue, donc je ne l'ai pas terminée, je me suis arrêtée à la moitié du roman, et même pas. Après, si vous aimez un petit peu le côté mythologie, mais survolé, vraiment survolé, on n'est pas réellement dans les points mythologiques propres, et puis tout ce qui est action, aventure, survie et rencontres, etc., amitié et autres, vous pouvez le lire, je vous le conseille, mais après voilà, moi j'ai pas accroché personnellement. C'était donc Lore de Alexandra Bracken. Et le dernier bouquin que j'ai lu dans cette sélection-là, c'est Enchantment of Raven de Margaret Rogerson, donc de la même auteure que Sorcery of Thorn, que je vous conseille à chaque fois, que j'ai adoré. Pour ma part, celui-ci, il faut savoir qu'elle l'a écrit avant Sorcery of Thorn. J'ai retrouvé beaucoup de similitudes par rapport à Sorcery of Thorn, mais il y a quelque chose qui m'a chagriné par rapport au roman que j'adore. J'ai apprécié ma lecture, donc pareil, on va suivre deux personnages. Un est humain, l'autre est un fae, donc une créature légendaire qui vit et protège le monde de la magie, mais qui a donc pas mal de capacités, sauf une seule, elle ne peut pas créer des choses de ses mains. Si elle le fait, elle meurt immédiatement. C'est pour ça que les humains sont tant vénérés par les fae, parce qu'ils ont la capacité de créer de belles choses grâce à leurs mains, et donc là on va suivre une humaine qui est une peintre exceptionnelle. Elle va être donc commanditée par le prince de l'automne pour faire un portrait de lui-même. Elle va peindre ce portrait, à ce moment-là elle va commencer à s'attacher au personnage, etc., à son attitude et autres, qui est bien différente des autres failles avec lesquelles elle a l'habitude de travailler. Et puis il va s'en aller et elle va se dire que c'était juste une passade, sûrement imaginée par l'illusion de sa magie et autres. Le prince va revenir très en colère la revoir, car hélas, quand elle a peint le tableau, elle a osé peindre sur lui des émotions humaines, ce qui le rendrait, aux yeux de tous les fae, beaucoup plus faible, et donc qu'il est temps pour lui de mourir pour prendre sa place sur le trône du royaume de l'automne. Va s'en suivre donc toute une péripétie pour se rendre à la cour de l'automne pour qu'elle puisse plaider coupable d'avoir osé peindre malgré ce que lui voulait des émotions, et donc on va suivre les aventures de nos deux personnages qui vont nous conduire sur différentes choses. La plupart des personnages qu'on va croiser sont très intéressants, les fae sont extrêmement froids et cruels, ils ont l'immortalité pour eux et ont vraiment tendance, malgré qu'ils admirent les hommes et leur façon de créer, à les considérer comme
de la petite chose puisque ça la vit le temps d'un battement de cœur et ça disparaît aussi vite que c'est arrivé. Les humains, quant à eux, craignent les fées et les admirent à la fois, puisque quand vous faites un travail pour un fae, il doit vous réaliser un vœu en quelque sorte. Par contre, comme les djinns ou les génies, vous devez bien faire attention à la manière dont vous formulez le vœu, au risque de vous retrouver lésé. Il y a ce côté-là relation entre fae et humain qui est très intéressante, à la fois chacun s'admire et se craint, et à la fois chacun se respecte et haït et déteste l'autre race. Il y a vraiment ce côté très atypique de la cour des fées qui est impressionnante, magique, bouleversante, mais qui derrière tout ça, ça sent le pas naturel, le vice caché et autres. Et ces humains qui essayent donc tant de ressembler aux fae tout en ne voulant surtout pas perdre leur humanité et leur don créatrice et leur don créateur, ce qui est très intéressant. L'univers en lui-même est super cool, comme d'habitude, le monde divisé en plusieurs saisons avec cette possibilité d'évoluer et de devenir donc prince d'une saison en tuant le fae en question, et etc. est très intéressant. La relation entre nos deux personnages est bien sûr attendue. On est en passe donc de enemy to lovers comme d'habitude, mais il manquait ce petit quelque chose qui m'a fait avoir un gros coup de cœur pour Sorcery of Thorn, qui là, j'ai passé un bon moment, mais ce sera pas ma lecture coup de cœur de l'année. Je vous invite à le lire si vous avez apprécié Sorcery of Thorn, vous devriez apprécier Enchantment of Raven sans aucun problème de Margaret Rogerson. Bref, on en a terminé donc avec la présentation des livres du Pumpkin Autumn Challenge que j'ai lu. Donc vous pouvez voir sur les 14 livres sélectionnés, j'en ai pas lu 5, peut-être que je les lirai, peut-être pas, certains me donnent moins envie donc je ne pense pas que je m'attarderai dessus, d'autres il y en a un que j'attends, d'autres je les lirai par curiosité. Voilà, donc j'ai pas réussi le challenge de lire les 14 livres, mais en tout cas j'ai lu 9 livres sur 14, je suis plutôt fière de moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo de présentation, peut-être que vous trouverez votre coup de cœur pour cette fin d'année. Nous en attendant, on se retrouve pour d'autres vidéos. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Au passage, pour Noël, il y a un petit concours pour mes abonnés qui vous attend sur ma chaîne. Je vous fais pour ma part plein de bisous. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao, bye bye!